Depuis le 7 octobre, plus de 150 otages de toutes nationalités et confessions sont aux mains du mouvement terroriste Hamas, dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés et des enfants. Kfir, 9 mois. Aviv, 2 ans. Emilia, 5 ans, et ses 2 sœurs jumelles, Emma et Yuli, 3 ans. Yael, 3 ans. Abigaël, 3 ans. Raz, 4 ans. Ella, 8 ans. Nav, 8 ans. Ohad, 9 ans. Naya, 12 ans, jeune fille autiste. Ethan, 12 ans. Erez, 12 ans. Noam, 12 ans. Davba, 15 ans. Tomer, 15 ans. Sahar, 16 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants. #BringThemHome. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ au programme de cette édition spéciale L'actualité en temps réel avec notre correspondante en Israël Emmanuel Hadda, notre invité politique Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, actuellement en Israël avec une délégation d'une dizaine de députés, sera au micro de Laurence Goldman. Également dans ce RCJ Midi, le billet d'humeur de Déborah Bunzer, la chronique média de Valentin Delepaul et la chronique sport avec David Rosen. Et puis notre journaliste Victoria Géraud-Velmont nous proposera un reportage sur la question d'être féministe juive en temps de guerre en Israël. Voilà pour le programme de ce RCJ Midi que l'on débute tout de suite par le journal. Le journal. Israël et le Hamas ont indiqué ce matin qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu à ce stade, contrairement aux informations diffusées. Il n'y a pas de cessez-le-feu et d'entrée d'aide humanitaire dans Gaza, a indiqué dans un court communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les points de passage sont fermés, il n'y a pas eu de décision concernant le passage d'aide humanitaire, a affirmé Daniel Hagari, un porte-parole de l'armée israélienne. L'armée israélienne a affirmé que 199 personnes avaient été capturées par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Un précédent bilan diffusé hier faisait état de déjà 155 otages. Ce sont par ailleurs 351 personnes blessées qui sont toujours hospitalisées en Israël. Parmi elles, 89 sont dans un état grave. Au total, 3968 personnes blessées ont été évacuées vers les hôpitaux du pays depuis le 7 octobre. L'armée israélienne et le ministère de la Défense ont annoncé qu'ils prévoyaient d'évacuer les civils qui vivent dans des villes situées jusqu'à 2 km de la frontière libanaise. Le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le groupe terroriste palestinien du Hamas continuait d'empêcher les Palestiniens de quitter la partie nord de la bande de Gaza vers le sud, après que l'armée israélienne a prévenu qu'elle allait bientôt bombarder massivement la zone. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de retour en Israël ce lundi dans le cadre de sa journée de crise au Moyen-Orient après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Monsieur Blinken, qui s'est notamment rendu ces derniers jours en Arabie Saoudite, en Égypte et au Qatar, est arrivé à Tel Aviv et doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'apprêterait à se rendre demain en Israël pour exprimer sa solidarité. Ce serait alors la première visite d'un chef d'État ou de gouvernement étranger dans le pays depuis le déclenchement des hostilités il y a 10 jours maintenant. Le collège-lycée de Dominique Bernard à Arras, l'enseignant assassiné vendredi dans un attentat djihadiste, a été évacué ce matin en raison d'une alerte à la bombe. L'alerte fait suite à un message reçu via Internet, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. Le préfet sur place a fait évacuer l'établissement. Les démineurs se rendent sur site, a-t-elle ajouté. Dans toutes les écoles de France, une minute de silence est prévue à 14h en mémoire des victimes des attentats commis contre notre école, selon Gabriel Attal. Aucune contestation ni aucune provocation ne sera tolérée lors de cet hommage, a prévenu le ministre, en évoquant des sanctions disciplinaires et une saisine systématique du procureur de la République. Pour ce moment de recueillement, le ministre de l'Éducation sera aux côtés de la première ministre Elisabeth Borne à Conflans-Sainte-Honorine, au collège de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, lui aussi assassiné dans un attentat islamiste il y a 3 ans, jour pour jour, le 16 octobre 2020, et à qui la journée est aussi dédiée. Nous leur rendrons également hommage sur RCJ à 13h58. Vous écoutez RCJ, il est 12h05. Dans un instant, Emmanuel Hadda sera à notre micro pour faire le point sur la situation en temps réel en Israël, puis nous retrouverons le billet d'humeur de Déborah Bunzer. RCJ Midi, édition spéciale.
Un message du Fonds social juif unifié. Salut, c'est Eva. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans? Tu veux te rendre utile? Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre. Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à contactenoé@fsju.org. contactenoé@fsju.org. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fsju.org/urgence-israël. don.fsju.org/urgence-israël. Moi, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Qualibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h08, on part tout de suite en Israël retrouver Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. Et on fait tout de suite un point sur la situation sécuritaire et militaire depuis hier soir. Oui Elsa, les alarmes se sont remises à sonner ce matin après une nuit calme, mais les combats, eux, n'ont jamais cessé. Alors revenons sur les événements militaires et sécuritaires depuis hier soir. L'offensive terrestre attendue n'a pas encore eu lieu dans Gaza, mais cette nuit, Tsahal a bombardé intensivement la bande de Gaza. Des avions de combat et des hélicoptères de combat ont détruit environ 250 cibles dans la bande de Gaza des terroristes du Hamas. Des dizaines de quartiers généraux militaires et plusieurs postes de lancement de roquettes du Hamas et du djihad islamique ont été détruits. Matel Haïd, le commandant du district sud du Hamas, a été éliminé. A été lancée hier pour la première fois la nouvelle arme de défense israélienne, le Iron Beam, capable de détruire des roquettes grâce à un laser super puissant. Elle a été utilisée pour la première fois hier soir et sa prouesse technologique ne coûte que quelques milliers de shekels contre $50,000 pour chaque missile du dôme de fer. Alors reprenons maintenant les trois fronts auxquels Tsahal est confronté. Alors au front nord, hier soir, le Hezbollah a tiré plusieurs obus de mortier sur la ville de Metula. Israël a riposté avec un drone, 2 missiles guidés près de Kfar Kilo. Il y a eu 7 morts et des blessés. L'autorité nationale d'urgence et Tsahal ont annoncé un plan d'évacuation obligatoire pour les résidents du Nord qui vivent jusqu'à 2 km de la frontière, comme la ville de Metula ou le kibbutz Hanita ou Kfar Giladi. Les habitants du Nord seront évacués vers des hôtels du centre du pays. Et puis dans les territoires en Judée-Samarie, les affrontements continuent entre les soldats de Tsahal et les terroristes à Naplouse, à Hebron, à Bethléem, mais également à Jérusalem-Est. Plus de 40 personnes recherchées ont été arrêtées, dont une vingtaine
sont membres du Hamas. De nombreuses armes ont été confisquées. Depuis le début de la guerre, 360 arrestations de terroristes dans les territoires ont eu lieu. 210 d'entre eux font partie du Hamas. Vous vous doutez bien qu'il est très important de les arrêter vivants pour pouvoir les interroger et obtenir des informations sur nos otages. À Jérusalem-Est, la police a arrêté ces derniers jours des prédicateurs qui insistaient au terrorisme dans leurs sermons dans les mosquées. Et puis ce matin, il y a une alerte dans la ville de Modine, à côté de Jérusalem, et puis également dans les environs. Le Hamas envoie ses roquettes de plus en plus haut. Tsahal a préparé des ripostes. Les tirs de roquettes lancés vers Modine visaient vraisemblablement l'aéroport Ben Gurion avant l'atterrissage du secrétaire d'État américain, qui a d'ailleurs atterri sans problème en Israël. Ils vont préparer avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'arrivée du président américain lui-même, qui doit avoir lieu dans les prochains jours. Il y a eu également des alertes dans le sud, des lancements de roquettes sur la ville d'Ashdod sans faire de blessés ni de dégâts. Il y a eu également un lancement de missiles sur la ville de Tel Aviv, mais sans alarme et sans blessés. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, s'est rendu dans le sud du pays. Il a reçu des responsables militaires un aperçu de la situation et puis surtout un historique de tout ce qui s'est passé depuis le samedi noir, comme on l'appelle ici. Tout le monde parle d'aide humanitaire depuis très tôt ce matin, mais Israël dément qu'un cessez-le-feu provisoire aurait été négocié par les Américains pour laisser passer l'aide humanitaire dans la région sud de Gaza. Plus de 100 camions de produits alimentaires veulent passer le passage de Rafah à la frontière égyptienne. Et contrairement à ce qu'annoncent les médias, il est toujours fermé pour le moment, toujours selon le porte-parole de Tsahal. Et puis concernant nos otages, eh bien les familles de 200 personnes kidnappées ont été informées. Et je rappelle que la Croix-Rouge internationale n'est toujours pas intervenue malgré les pressions qu'elle reçoit de toutes parts. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 12h et c'est tout de suite l'heure du billet d'humeur de Déborah Munzer. Le billet d'humeur, Déborah Munzer. Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous parlais de la grande clarification politique qui arrivait. La voici. Des députés insoumis en dessous de tout, sauf de leur tactique politicienne de caniveau pour plaire, selon eux, à un électorat musulman qu'ils confondent avec des militants du Hamas, des élus socialistes qui ne savent plus où ils habitent, un Fabien Roussel qui, tout en restant pro-palestinien, a l'honnêteté de prendre de vraies distances avec ses camarades insoumis qui ne parviennent même plus à faire semblant qu'il exista une différence entre antisémitisme et antisionisme, des élus d'extrême droite qui pensent qu'il suffira de se baisser pour ramasser les lauriers de la réussite. Et au milieu, quelques décisions plutôt fortes. Les manifestations dites pro-palestiniennes, en réalité de soutien au Hamas et donc très antisémites, ont été interdites. Le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir entamé des procédures pour dissoudre le collectif Palestine Vaincra, le comité Action Palestine et le Parti des indigènes de la République. Et puis, vendredi, nous, la France, sommes frappés aussi. De manière quasi instantanée, on apprend que les services de police ont réussi à empêcher plusieurs dizaines d'attaques depuis le début de la semaine et qu'il y en a une qu'ils n'ont pas pu arrêter. Une attaque terroriste dans un lycée, ancien lycée du terroriste lui-même. Les événements sont-ils liés ? Le terroriste d'Arras répondait-il à l'appel au djihad international lancé par le Hamas 2 jours plus tôt ? Un journaliste de Libération écrit: selon le Parisien, des conversations entre Mohamed Mogouchkov, le terroriste, son père et un de ses frères incarcérés font état de la situation au Proche-Orient. Pas suffisant pour asseoir avec certitude les motivations de l'assaillant. Gérald Darmanin est plus clair. Selon nos informations, il y a malheureusement un lien entre ce qui se passe au Proche-Orient et le passage à l'acte du terroriste d'Arras qui a valu la mort au professeur Dominique Bernard. Alors nous le savions depuis Charlie Hebdo, depuis le Bataclan, en France, les Juifs ne sont pas les seules victimes de cette haine et de ce sang. Le peuple français l'est dans son ensemble. Des élus ou personnalités comme David Lisnard, Richard Malka, Sophia Aram, Tanguy Pastourou, toute la semaine ont été très explicites. Ils ont bien compris et ils s'engagent désormais dans un combat plus clair encore. Il nous faut défendre notre démocratie et ses règles.
Nous avions peut-être cru que notre liberté était un privilège hérité. Ce n'est pas le cas. Nous allons devoir nous battre pour la préserver. Un ami du terroriste est interviewé par BFM au sujet de sa relation avec le terroriste. Très calme, il explique. Oui, on parlait souvent de religion, mais pas trop de terrorisme. Hein. Non, on parlait souvent de religion. On disait qu'on pouvait instaurer la charia dans les pays musulmans, des choses comme ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Enfin, on parlait de ça. On avait les mêmes, les mêmes idéologies, mais sans tuer des gens, quoi. Moi, ça m'a jamais intéressé, ça. C'est pas normal d'enlever la vie à quelqu'un, même dans la religion. Ça, c'est un truc, faut pas faire, sauf dans une guerre sainte. Eh oui, cette vidéo existe. Que faire avec ce jeune homme qui dit cela innocemment ? Comment mettre à jour la propagande à laquelle il a été soumis ? Alors, lien direct, comme le disent Gérald Darmanin ou les journalistes du Parisien, pas de lien direct, comme le disent ceux de Libé. Ce qui est sûr, c'est que cette idéologie islamiste est la même, c'est-à-dire un islam qui devient lui-même une idéologie politique, le tout mêlé à une dose de victimisation, une autre d'antisémitisme, une dernière de complaisance totale de l'extrême gauche dite woke à ce nouveau fascisme. Cette idéologie veut nous détruire dans ce que nous sommes, nos histoires, notre passé, nos modes de vie. Soyons vigilants et bonne semaine sur RCJ. Vous écoutez RCJ, il est 12h16. Dans un instant, l'interview par Laurence Goldman de Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, actuellement en Israël avec une délégation d'une dizaine de députés. RCJ Midi, édition spéciale. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur ? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. Le Centre d'art et de culture présente la 21e édition du festival Jazz & Klezmer. Du 9 au 19 novembre 2023. Une édition exceptionnelle avec les plus grands noms du jazz. Le trompettiste Avishai Cohen, Itamar Borochov, Daniel Zimmerman, David Elmalek, Madeleine et Salomon. Les meilleurs artistes klezmer avec Denis Cugnot, Boube Meise, Golem Rock, Israeli Klezmer Orchestra. Le festival Jazz & Klezmer, c'est 17 concerts à Paris et dans toute la France. Du 9 au 19 novembre. Infos et renseignements sur jazzandklezmer.fr et sur les billetteries habituelles. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur ? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, les 12h18. Victoria Gérovellement est avec nous pour revenir sur le collage d'ampleur réalisé hier dans Paris, notamment pour rendre hommage aux otages encore aux mains du Hamas. Bonjour Victoria. Bonjour Elsa. En effet, oui, depuis hier soir, les noms et les visages de Yossi, Moran, Ariel, Karina, Gad, Shiri ou encore Chaim ont recouvert les murs de Paris. Tous et toutes ont, le samedi 7 octobre 2023, été kidnappés par les terroristes du Hamas. S'il vous plaît, aidez-nous à les ramener vivants à la maison, peut-on lire sur ces affiches écrites en rouge et blanc. Les couleurs des affiches alerte enlèvement. Plus de 93 histoires ont ainsi été collées dans 6 zones à Paris grâce à la coordination de plus de 150 jeunes et moins jeunes de la communauté juive parisienne et d'Israéliens habitant en France. Pour mener à bien cette action de grande ampleur, tous s'étaient retrouvés hier soir à 22h afin de préparer le matériel et écouter le point sécurité des organisateurs, le président de l'UEJF Samuel Lejoyeux, ainsi que Jonathan Refetz, ancien directeur du mouvement de jeunesse juif et sioniste de gauche, la Shomer Hatzair. Écoutez-le. En fait, je suis venu visiter mon frère qui est le chalier de la Shomer Hatzair
Et vu qu'il n'y a plus de vol, je suis un peu coincé à Paris. Et vu que je suis israélien, la majorité de mes potes sont appelés à l'armée. Je connais pas mal de kidnappés et j'ai perdu 2 potes déjà. J'ai pas pu rester sans rien faire. On a fait déjà jeudi, on a pris quelques Israéliens qui sont à Paris aussi. On a pris quelques anciens de Netzer et de La Chomère. On a mis un peu dans tout Paris. Et là, une fois que il y avait une mobilisation qui était un peu plus grande, on a décidé évidemment qu'on va se regrouper avec le IJF et d'autres groupes. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis président d'une synagogue en Israël. Et ma secrétaire générale, il y a sa cousine qui s'est fait kidnapper. Et en fait, je pense qu'on ne comprend pas à l'étranger parfois à quel point ce massacre qui est arrivé le 7 octobre a touché mais vraiment chaque maison et chaque famille en Israël. Tout le monde connaît quelqu'un qui était blessé, soit kidnappé, soit mort. Et on ne peut pas rester sans rien faire, même à l'étranger. Militant de l'Union des étudiants juifs de France, jeune moniteur des mouvements de jeunesse de la Shomer Hatzair et de Moadon, ou encore du mouvement de jeunesse du judaïsme libéral Netzer, ils se sont tous rassemblés dès 22h pour agir ensemble et alerter les autorités françaises en faveur de la libération des otages du Hamas. Écoutez Salomé et Gary, 2 militants de l'UEJF qui ont répondu au micro de Youssef Murciano et de notre journaliste Lisa Hazan. Alors je m'appelle Salomé, j'ai 23 ans, je suis étudiante en pharmacie en 4e année à l'Université de Paris et je suis là aujourd'hui pour coller les affiches et participer à une action avec l'UEJF. J'ai un lien particulier avec Israël, comme beaucoup de juifs, je me sens hyper impliquée et on se sent un peu impuissant ici et je pense que c'est la moindre des choses de montrer notre soutien et c'est le minimum qu'on puisse faire pour les aider. Il y a d'un côté les victimes qui ont été kidnappées, qui sont encore otages et dont on souhaite la libération. Et de l'autre côté, un rappel que le Hamas est une organisation terroriste. Beaucoup de gens, notamment politiques, notamment dans les facs, font un oui mais ok c'est terroriste ou ok c'est des crimes de guerre, mais c'est justifié par la politique israélienne. Il n'y a pas de mais quand c'est du terrorisme. Et donc c'est important de venir coller sur des facs, venir coller dans la rue pour que les gens sachent, que les gens soient au courant qu'il y a des otages, qu'il y a du terrorisme. Le terrorisme en France et en Israël, c'est le même type de terrorisme. C'est pas des terrorismes différents, c'est pas des terrorismes qui peuvent être justifiables dans les deux cas. La semaine dernière déjà, quelques militants et proches de la Shomer Hatzair, mouvement de Jonathan Refetz, avaient collé ses visages et ses histoires dans les rues du centre de Paris. Cette action était inspirée des précédents collages réalisés dans les rues de New York, de Londres ou de Berlin. Merci beaucoup Victoria, vous écoutez RCJ, il est 12h23 et vous allez écouter maintenant la chronique média de Valentin Delepaule. Bonjour Valentin. Le journal des médias, Valentin Delepaule. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique média sur RCJ. Et on commence avec C'est dans l'air sur France 5. Ce soir, dès 21h, France 5 des programmes sur le front, le magazine présenté par Hugo Clément, pour proposer une édition spéciale de C'est dans l'air. Dans ce numéro, Caroline Roux reviendra sur l'actualité en Israël. Membres du gouvernement, anciens diplomates, analystes et experts aideront à mieux comprendre les événements depuis l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël et ses répercussions mondiales du Proche-Orient en passant par la France, l'Ukraine et les États-Unis. Je vous donne rendez-vous lundi soir en direct pour une émission spéciale de C'est dans l'air consacrée aux événements tragiques en Israël. Jusqu'où ira l'escalade de la violence? Quel espoir pour les otages? Est-ce que c'est tout le Proche-Orient qui pourrait bien s'embraser et basculer dans le chaos? Nous allons tenter de décrypter cet événement historique qui aura, à n'en pas douter, des conséquences dans le monde entier. On termine avec le collège de Monsieur Paty. Alors que l'actualité est marquée par l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras, France 2 revient mardi soir dès 21h10 sur Samuel Paty, professeur d'histoire décapité en 2020 par un islamiste. Ce documentaire, intitulé Le collège de Monsieur Paty, est réalisé par Christine Tournadre et Thomas Lafarge. Le 15 octobre 2021, un an après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty pour avoir montré des caricatures de Mahomet en cours, ses collègues et ses élèves du collège du Bois d'Aulne lui rendent un premier hommage. Depuis cette date, Christine Tournadre a filmé les interviews des protagonistes, mais aussi les moments forts qui ont ponctué la vie des deux classes de 3e, dans lesquelles ont été
été dispersés les anciens élèves de Samuel Paty. Face caméra, ils racontent comment ils ont vécu l'attentat et comment ils tentent de surmonter cette tragédie. S'en prendre à un professeur, c'est s'en prendre à un symbole de la République. Les enseignants et les élèves sortent du silence. Là, j'entends tout le monde dire ouais, il y avait des rumeurs. Moi, je faisais pas attention parce que pour moi, c'était un cours comme les autres. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour Nouvelle Chronique Média sur RCJ. Vous écoutez RCJ, il est 12h25. Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, en direct d'Israël, et votre invité, Laurence Goldman. Bonjour Benjamin Haddad. Benjamin Haddad, est-ce que vous m'entendez ? Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, Elsa, qui se trouve actuellement en Israël au sein d'une délégation d'une dizaine de députés Renaissance, LR et Horizon. Ils ont toute une série de rencontres et de visites dans le pays. Ils doivent notamment se rendre dans la ville de Sderot pour rencontrer le maire. Ils vont rencontrer également à Jérusalem le président de l'État d'Israël, Chaim Herzog, ainsi que des acteurs de la vie politique, intellectuelle et civile israélienne. Benjamin Haddad, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, je suis avec vous. Bonjour Benjamin Haddad. Alors, où vous trouvez-vous actuellement ? Écoutez, en ce moment, je suis dans le kibbutz de Kfar Aza, avec une délégation de parlementaires français. C'est l'horreur. On voit donc ce kibbutz qui a été martyrisé, près de 70 morts, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, d'enfants, avec des habitations brûlées, des images très dures. Vous avez pu rencontrer peut-être des témoins de cette attaque barbare perpétrée le week-end dernier ? Oui, on est avec beaucoup de soldats, notamment les militaires qui ont libéré le kibbutz. Un militaire notamment nous a dit qui était aussi à Be'eri notamment et qui a trouvé un bébé décapité à Be'eri et qui nous a expliqué qu'il s'excusait de ne pas avoir pris de photos parce qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'on ne le croirait pas. Voilà le type de témoignage qu'on entend. C'est très dur. Tous les gens à qui on parle ici ont perdu des proches, des très proches. C'est vraiment une image de dévastation qu'on voit ici à Kfar Aza. On vous sent très ému, très bouleversé, Benjamin Haddad. Pour vous également, ça dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer, en dépit de toutes ces images qui tournent sur les réseaux sociaux, les chaînes de télé depuis la semaine dernière. Je pense que c'est important d'être ici, c'est important de parler, d'écouter, de voir de ses propres yeux, de sentir l'odeur très dure toujours ici. C'est pour ça qu'on est venu. On est venu par respect, par solidarité. On a une dizaine de députés de partis politiques différents pour témoigner du soutien de la France aux Israéliens face au terrorisme dans ce moment tragique dans l'histoire d'Israël. Vous êtes donc en Israël avec cette délégation pendant 48 heures. Ce matin, vous étiez dans la base militaire de Shura au sud de Tel Aviv. Vous avez d'ailleurs publié une vidéo en direct de cette base militaire sur les réseaux sociaux. Racontez-nous ce que vous avez vu là aussi, des moments extrêmement durs et difficiles. Oui, la base militaire de Shura, c'est une petite base qui est chargée en fait de l'identification des corps. Vous savez, on compte aujourd'hui 1400 morts côté israélien, donc plus de 1000 civils, et il y a toujours plus de 300 corps, 327, qui n'ont toujours pas été identifiés. Ils n'ont pas été identifiés parce que les corps ont été parfois totalement brûlés et sont méconnaissables, ou parfois aussi parce qu'il y a des familles entières qui sont mortes et donc plus personne pour venir revendiquer les corps. C'est là aussi des témoignages avec des descriptions de la façon dont certains de ces civils ont été assassinés, qui est très dur, et je crois que ça a beaucoup ému tous les parlementaires qui sont présents. Justement, qui sont les députés qui composent cette délégation française ? On a des députés du groupe Renaissance, des députés d'Horizon, de LR, vous voyez, des partis différents, républicains. L'ancien Premier ministre Manuel Valls aussi qui est avec nous. Évidemment, les différences politiques s'effacent dans l'arc républicain quand il s'agit juste de venir écouter, de venir témoigner notre soutien.
Le fait, Benjamin Haddad, d'être confronté à cette réalité terrible, ce qu'a subi la population israélienne, est-ce que ça peut aider à déconstruire les préjugés, les stéréotypes qu'ont certains à l'égard d'Israël et de ses habitants? Je pense bien sûr à ce qu'on peut lire et les déclarations publiques qu'on peut entendre en France. Kibbutz, comme beaucoup des quelques kibbutz qui restent en Israël de gauche, avec une idéologie souvent pacifiste, qui coexistait avec les Palestiniens de Gaza. Benjamin Haddad. Des années 50. C'est ça aussi la réalité de ce que sont ces territoires. Et puis, l'une des raisons aussi pour lesquelles on vient, c'est bien sûr qu'on est deux nations démocratiques, la France et Israël, qui font face aux mêmes menaces, celle du terrorisme islamiste. Et c'est cette réalité-là. On pense tous aux images du Bataclan, quand on a vu l'Arab Party qui a été frappé dans le sud d'Israël. Et donc, il y a ce lien, bien sûr, entre nos deux pays, et c'est ça aussi dont on vient témoigner. L'objet de ce voyage, Benjamin Haddad, c'est donc d'affirmer votre solidarité, votre soutien avec le peuple israélien après cette tragédie du week-end dernier. Est-ce aussi dans la guerre d'images et la profusion de fake news qui se joue sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est aussi une manière de confirmer que ces massacres ont bien eu lieu? Vous avez vu vous-même les lieux de ces massacres commis par le Hamas? Absolument, absolument. Il faut aller sur le terrain, il faut écouter les acteurs, il faut voir de nos propres yeux et témoigner. Vous savez, il faut être lucide, ça n'empêchera jamais les fake news malveillantes de prospérer. Vous pouvez avoir tous les reporters du monde qui font leur travail de journaliste. On voit aussi des journalistes qui sont là et qui sont là depuis plusieurs jours, qui ont vu cette horreur. Tout cela est documenté. Vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a beaucoup de photos, de documents qui sont là, qui prouvent l'horreur dont nous parlent les Israéliens. Je vous parlais des décapitations tout à l'heure. Il y a évidemment des informations, de la propagande à but malveillant, anti-israélien, antisémite. Mais en tout cas, plus on peut avoir de témoins qui sont là sur le terrain, je pense mieux c'est. Vous devez, je crois, rencontrer des familles d'otages françaises, des otages qui sont retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Quel message, en tant qu'élu, allez-vous leur délivrer au nom de la France que vous représentez ? Oui, on va en rentrer ce soir. Déjà, on va les entendre, on va les écouter. Je pense que c'est des gens qui traversent une horreur. Donc, on va vraiment très respectueusement, humblement les écouter et puis leur dire que la France est avec eux, que la France ne les oublie pas. Vous avez entendu le président de la République s'exprimer à ce sujet. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en Israël hier, a fait passer aussi des messages forts de soutien. Nous sommes tous des élus de la République et on vient exprimer notre soutien. De manière générale, je crois que vous êtes arrivé il y a quelques heures seulement en Israël, mais de ce que vous avez pu voir, dans quel état d'esprit, quelle est l'atmosphère, dans quel état d'esprit sont les Israéliens, quelle est l'atmosphère qui règne dans le pays ? Je suis toujours frappé par la force et la résilience de mes interlocuteurs ici. Je parle à des soldats qui ont perdu des amis très proches, ont perdu de la famille. Une soldate qui m'a dit que à Kfar Aza, ici, elle a dû aller récupérer les objets personnels d'une de ses amies parce que ses deux parents ont été tués dans la maison. Une amie qui est soldate avec elle. Donc c'est très dur, on est sent sous choc et on sent pour autant cette volonté de vivre, cette volonté de résister, non pas de se venger. Je crois que ça c'est quelque chose qu'ils nous ont répété aussi. On n'est pas en train de se venger, on veut défendre notre sécurité, c'est ce que disent les Israéliens. Benjamin Haddad, ce sera ma dernière question. Que ferez-vous à votre retour en France de ce que vous avez vu et compris au cours de ce voyage? Est-ce que ça pourra donner lieu à une déclaration commune peut-être? Auprès de qui vous allez en rendre compte? Écoutez, déjà auprès des Français, que je fais avec vous en ce moment même, dans les médias, continuer à aller exprimer, témoigner, expliquer pourquoi ce soutien à Israël qui se défend contre le terrorisme islamiste est important. Il y aura peut-être une déclaration commune, on verra, et bien sûr en rendre compte aux autorités. On a une ambassade très active ici, qui avec un nouvel ambassadeur qui essaie d'accompagner aussi tous les Français, des Français qui ont perdu la famille, ceux qui souhaitent aussi rentrer en France. Et donc bien sûr après je rentrerai à témoigner de ce qu'on a vu aux autorités françaises.
Merci infiniment Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Je rappelle que vous êtes actuellement en Israël avec une délégation d'une dizaine de députés. Merci d'avoir répondu aux questions du RCJ. Merci beaucoup Laurence. Il est 12h35 et on se retrouve très vite pour la chronique sport avec David Rosen. RCJ Midi, édition spéciale. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut national du cancer. Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller, l'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 €, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org, rubrique appel à projet Noé. noépourlajeunesse.org. RCJ Midi, édition spéciale. Vous êtes sur RCJ, il est 12h37, c'est l'heure de la chronique un peu spéciale, mais sport toujours, avec David Rosen. Bonjour David. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique média. Sport, David Rosen. Ce midi, je suis censé reparler sport, faire mes chroniques, décrypter l'actualité sportive pour éclairer sur le monde, comme nous l'avons modestement convenu avec ma directrice d'antenne adorée. J'avoue que lorsque j'ai commencé à réfléchir à celle de cette semaine, cela m'a semblé impossible. Avec ce qui se passe dans le monde, comment parler de choses aussi triviales que le match de foot ou de rugby qui nous aura marqué ce week-end ? Je sais, tout le monde répète que les terroristes ne doivent pas nous empêcher de vivre comme avant, mais quand même. Quand on est confronté à l'horreur que nous subissons depuis 10 jours, comment faire comme si de rien n'était et revenir sur le match de rugby d'hier soir par exemple ? À dire vrai, cela semble dérisoire et impossible. Bien sûr, je pourrais tenter un biais, vous parler longuement de ce qui s'est passé dans les tribunes d'un stade de football en Iran la semaine dernière, quand les autorités ont voulu mobiliser les spectateurs présents en soutien au Hamas et que le public les a envoyés paître en les insultant vertement. Je pourrais aussi vous parler des réactions de certains footballeurs qui, silencieux sur le massacre et le pogrom, je n'ai pas l'habitude de dire ce mot, perpétré par le Hamas, ne se privent pas de critiquer l'armée israélienne, Israël, pour ne pas dire l'existence même d'Israël. Je pourrais également vous parler des tribunes d'un stade en Écosse où le soutien aux barbares a cru bon de s'exprimer et les réactions limitées que cela a provoquées. Oui, je pourrais, mais tout cela me semble dérisoire. Si dérisoire, le cœur n'y est pas. Ce midi, je suis encore trop triste pour faire comme si. Alors, si vous voulez que je vous parle sport, permettez-moi de vous parler de Lior Assoulim. Les spécialistes de football connaissent peut-être ce nom, ce footballeur israélien ayant été au début de sa carrière en discussion avec l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Lior Assoulim a débuté sa carrière au Maccabi Herzliya et a notamment joué dans les clubs du Beitar Jérusalem, de Hapoel Tel Aviv et même quelque temps en Chypre pour l'Apollon Limassol. Attaquant, il a inscrit près de 200 buts au cours de sa carrière professionnelle qui aura duré pas loin de 20 ans. Si je vous parle de Lior Assoulim, ce n'est malheureusement pas pour ses exploits sportifs récents, mais parce qu'il fait partie des près de 300 victimes du massacre perpétré par le Hamas lors du festival Supernova Sukkot Gathering. À dire vrai, je n'avais pas entendu parler de lui avant. Mais depuis, je ne cesse d'y penser, de trouver cela injuste, dégueulasse, à vomir, horrible. Je ne sais pas si la semaine prochaine cela ira mieux. Je vous embrasse tous chaleureusement néanmoins. Merci. Et nous sommes à nouveau en ligne avec Emmanuelle Hadda, notre correspondante en Israël. Emmanuelle, avez-vous certaines nouvelles à nous communiquer ?
Oui, Elsa, alors les sirènes viennent de retentir sur la ville d'Ashdod et puis le secrétaire d'État américain Blinken, nous avons annoncé tout à l'heure qu'il avait atterri en Israël, eh bien il rencontre actuellement le Premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi que l'ensemble du cabinet de guerre. À l'ordre du jour de leur réunion, eh bien l'aide humanitaire à Gaza, les otages israéliens, la situation dans le nord avec le Hezbollah et le prochain voyage prévu du président Biden. Et puis selon le porte-parole de Tsahal, nos forces aériennes ont bombardé à Gaza les entrepôts de l'ONG l'UNRWA. Tsahal soupçonne que ces entrepôts servent de cachette d'armes du Hamas, comme à chaque fois. L'armée israélienne continue ses attaques sans cesse dans la bande de Gaza. Et puis, au cours de ces dernières heures, des dizaines de quartiers généraux opérationnels et de positions de lancement de mortiers du Hamas ont été détruits. Et puis, cette nouvelle qui est importante, le député Dani Danon, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, a déclaré ce matin que certains otages étaient entre les mains de citoyens de Gaza. L'ancien diplomate a souligné que les attaques meurtrières menées sur le territoire israélien la semaine dernière n'ont pas été perpétrées uniquement par des terroristes du Hamas. De nombreux Gazaouis ont participé au pogrom. Il n'y avait pas que des terroristes, a-t-il indiqué, et certains otages kidnappés sont actuellement entre les mains des citoyens de Gaza, a-t-il poursuivi. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, s'est rendu dans le sud du pays. Il a reçu un aperçu de la situation par les responsables militaires et les responsables des kibbutzim de la région. Tout le monde parle d'ici d'aide humanitaire depuis très tôt ce matin, mais Israël dément qu'un cessez-le-feu provisoire aurait été négocié par les Américains. Un laissez-passer pour l'aide humanitaire dans la région sud de Gaza. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions et nous nous retrouvons dans un instant. Nous retrouvons le reportage de Victoria Géraud-Velmont sur le fait d'être féministe juive en temps de guerre en Israël. RCJ. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org/urgence-israël. don.fju.org/urgence-israël. RCJ Midi, édition spéciale. Vous êtes sur RCJ, il est 12h42 et nous sommes avec Victoria Géraud-Velmont qui cette semaine a enquêté et a interrogé plusieurs militantes féministes qui se sont senties un peu seules cette semaine dans leur prise de position. Oui Elsa, depuis le 7 octobre, nous assistons sur les réseaux sociaux, Twitter, X, Instagram, TikTok, à deux phénomènes. Le premier est incontestablement la prise de parole, plus ou moins claire, de soutien pour les Israéliens et ou pour les Palestiniens. Que ce soit pour un côté comme pour l'autre, les prises de position se sont multipliées dès les premiers jours de la guerre. L'autre phénomène est bien plus subtil. Il s'agit du silence de certaines personnalités politiques, intellectuelles ou militantes sur ce qu'il s'est passé en Israël le 7 octobre, que ce soit par impossibilité de réagir à cause de l'effroi provoqué par la situation ou par volonté bien plus politique de ne pas s'exprimer. C'est notamment ce phénomène, le silence de nombreuses personnes se définissant comme antiracistes et féministes, qui a fait réagir certaines militantes, en particulier féministes et juives. Sur les réseaux sociaux, certaines n'ont pas hésité à faire part de leur solitude et de leur colère envers leurs camarades. Je cite « En tant que féministe, permettez-moi de vous dire que ça n'a rien de féministe de légitimer le viol comme arme de guerre. Le soutien aux victimes israéliennes a été trop souvent victime d'un « mais ». Et je vous le dis, nous nous sentons seuls et nous constatons tristement que la vie des Juifs ne vaut rien. La hiérarchie des victimes que vous faites est immonde. C'est la première fois depuis la Shoah qu'autant de Juifs ont été tués en si peu de temps. Ces phrases ont été écrites par Ninon. Ninon Berman est une militante antiraciste et féministe belge qui a notamment été à l'origine du collectif de collage juif à Bruxelles.
Ninon a accepté de répondre à mes questions. Écoutez-la. Donc, je m'appelle Ninon Berman, j'ai 34 ans. Je suis militante féministe à Bruxelles depuis 3 ans maintenant. J'ai cofondé plusieurs collectifs de collage à Bruxelles. J'avais besoin d'écrire ce texte parce qu'en fait, toutes les réactions que j'ai vues et que j'ai lues étaient à l'unisson de « oui, mais ». Et ce « oui, mais » était insupportable. Il l'est toujours d'ailleurs parce qu'il continue. Et étant militante féministe, c'était d'autant plus violent pour moi que ces féministes-là justifient des crimes de guerre comme le viol comme arme de guerre. Enfin, c'est un non-sens. Alors, on va dénoncer le viol comme arme de guerre partout dans le monde, sauf quand les Israéliennes en sont victimes. Je m'interroge du coup sur la question de l'antisémitisme. À quel moment on se dit antisioniste ou antisémite? Et surtout, pourquoi on va arrêter aux frontières israéliennes les crimes de guerre qu'on va condamner dans l'ensemble du monde. Voilà. Moi, j'aurais préféré entendre dans les réactions le « oui et » plutôt que de « oui mais », parce que en fait, le « mais » nie nos souffrances, nie les massacres, ni en fait l'antisémitisme intrinsèque à ces massacres, en fait. Parce que le Hamas est antisémite. Ils sont là pour tuer du juif. Ils le disent, ils le revendiquent. Mais bon, pour la part des militants, c'est de la résistance. Alors, en tant que petite fille de résistant, je trouve déjà d'une part que c'est une insulte à la résistance en général. Mais à quel moment les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale ont commis des crimes de guerre? Résister ne signifie pas être barbare, en fait, et nier l'humanité de l'autre. Je suis profondément sioniste et je me battrai toujours pour le droit à l'autodétermination du peuple juif, car c'est quand même une des seules minorités au monde qui n'avait pas de pays avant la déclaration d'indépendance d'Israël. Ce qui est quand même lunaire quand on se bat pour les minorités, de réfuter ce droit-là, en fait, à la communauté juive. Et pour moi, c'est un peu ça l'antisionisme aussi. C'est nier ce droit à l'existence d'Israël, c'est nier le droit au peuple juif à l'autodétermination. Et plus largement, tous les antisionistes ne sont pas antisémites, mais tous les antisémites sont antisionistes. Cette solitude est partagée aussi par des intellectuelles et militantes juives françaises. Élise Goldfarb, la podcasteuse et auteure de Coming Out, ou encore la dessinatrice de bande dessinée Blanche Sabat, se sont elles aussi exprimées sur leurs réseaux sociaux ces derniers jours. Ce fut aussi le cas de Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. Rebecca a tenu à s'exprimer 2 jours après l'attaque du Hamas, afin de partager ses sentiments suite à la terrible journée du 7 octobre. Écoutez-la. La première chose que j'ai ressentie, c'était le choc, quoi. Comme tout le monde, je pense que comme toutes les personnes juives partout dans le monde, ça a été un sentiment d'horreur et comme un coup de poing dans le ventre et une envie de vomir permanente, je pense, qui a été déclenchée dès lors qu'on a su ce qui se passait là-bas. Et j'ai jamais exprimé quoi que ce soit sur... en tout cas, si j'ai une règle pour l'expression de mes idées, c'est que je ne veux pas prendre la parole sur des sujets qui ne me concernent pas ou que je ne maîtrise pas ou dont je n'ai pas l'expertise. Et donc, je ne me suis jamais exprimée sur la situation en Israël parce que je ne suis pas israélienne et parce que je ne suis pas une experte en politique internationale et encore moins en politique du Moyen-Orient. J'ai évidemment une opinion qui m'est personnelle, mais j'estime qu'elle n'est pas légitime dans l'espace public. Contrairement à mon avis sur le féminisme ou sur d'autres sujets d'expertise sur lesquels je prends la parole assez régulièrement. Et donc, j'ai jamais pris la parole là-dessus. Une fois, on m'a posé la question en conférence, mais je pense que c'était plus une forme de provocation peut-être un peu antisémite, plus qu'une volonté réelle de connaître mon opinion sur cette question-là. Et en revanche, ce que je me suis dit aussi, c'est au cours de la journée de samedi et de dimanche, déjà, j'avais aucune envie de prendre la parole à ce moment-là, mais c'était plutôt
je dirais dans la journée de lundi, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de monde au téléphone, je pense que les 2 premiers jours, tout le monde était un peu sous le choc. Je me suis dit que si j'avais envie de dire quelque chose, j'avais pas envie de me restreindre non plus. Et je le dirais. Et sans savoir forcément si jamais je voulais dire quelque chose ou pas. Et je pense que c'est lundi, en fin de journée, le texte, j'ai dû l'écrire en 5 minutes. Vraiment, en fait, c'est sorti d'un coup, quoi. Parce que je me disais aussi que si jamais il n'y avait pas eu de réaction de certaines personnes jusqu'à présent, c'est qu'il fallait le temps. Et en fait, ça renvoie surtout à l'histoire personnelle et intime de chaque personne. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus doux avec les personnes qui ne s'expriment pas aussi. Et je pense qu'il faut qu'on soit également doux avec les personnes qui décident de prendre la parole sur ces sujets. Pour RCJ, elle nous a lu son texte, repris et vu des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Écoutez ce texte de Rebecca Amselem. Je vais parler de quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de parler. Je veux néanmoins publier ce texte pour essayer de partager ce que je ressens. Être juive aujourd'hui, ce lundi 9 octobre 2023, c'est voir des intellectuels féministes qu'on lisait, qu'on admirait, qu'on soutenait, publier des inepties qui pourraient être qualifiées d'apologie du terrorisme. Être juive aujourd'hui, c'est devoir recevoir des messages comme « Oh, la déception, je vous suivais pour votre activisme et votre militantisme féministe, mais le soutien que vous apportez à Israël, là, vraiment, ça m'écœure. » Alors qu'on vient d'exprimer son soutien à la tristesse des personnes qui ont perdu quelqu'un. Être juive aujourd'hui, c'est devoir s'entendre dire « Ce conflit est compliqué, il dure depuis si longtemps. » Alors qu'on vient de voir des images d'otages supplier leurs ravisseurs de les laisser en vie. Comme si la complexité d'un conflit, sa longévité, empêchait l'empathie. Être juive aujourd'hui, c'est devoir lire des réactions uniques qui détournent les mots de Frantz Fanon. Car justifier le massacre terroriste d'hommes, de femmes et d'enfants, des civils, en citant cette phrase semble être accepté, légitime même. Être juive aujourd'hui, c'est se réveiller avec un tag à Carcassonne. Tuer les juifs est un devoir. C'est ce même Frantz Fanon, je crois, qui disait « Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Être juive aujourd'hui, c'est devoir se justifier de condamner une attaque qui a tué le plus grand nombre de juifs en un jour depuis la Shoah, alors qu'on dit haut et fort à qui veut l'entendre qu'on est pour une solution à 2 États. Être juive aujourd'hui, c'est être fatiguée, déçue qu'on en soit encore là. C'est être en colère aussi. C'est avoir honte d'être en colère dans un environnement qui ne comprend pas ou qui fait semblant de ne pas comprendre. Être juive aujourd'hui, c'est être en alerte constante. Est-ce que ça se voit trop que je suis juive? Est-ce que c'est OK pour ma sécurité si je vais à la synagogue? Ou si je vais ou mes amis vont à cette marche de soutien? Être juive aujourd'hui, ce n'est pas soutenir un gouvernement d'incapables d'extrême droite dirigé par Netanyahou. C'est être fatigué de devoir dire qu'on ne soutient pas un gouvernement d'incapables d'extrême droite dirigé par Netanyahou quand on partage la peine de notre peuple. Être juive aujourd'hui, c'est se sentir seule, terriblement seule. Car être juive aujourd'hui, c'est vivre dans une société où on explique qu'il existe une logique à ne pas pleurer cette vie, où les juifs sont encore et toujours considérés comme des dominants, où partager la peine de celles et ceux qui ont connu l'horreur, c'est s'exposer à des messages de haine. Mais être juive aujourd'hui, c'est également ne pas avoir la possibilité du pessimisme, car nous n'avons pas le choix de l'espoir. Merci Victoria Géraud-Velmont pour ce reportage. Et avant de clôturer cette édition, on retourne en Israël avec notre correspondante Emmanuelle Ada. Emmanuelle, est-ce que vous pourriez revenir sur les derniers points de développement de la situation militaire et diplomatique en Israël? Oui, bien sûr. Là, alors, après une nuit calme, les alarmes se sont remises à sonner très tôt ce matin. Les combats, eux, n'ont jamais cessé. Revenons sur les événements depuis hier soir. L'offensive terrestre attendue n'a pas encore eu lieu dans Gaza, mais cette nuit, ça a bombardé intensivement la bande de Gaza. Des avions de combat et des hélicoptères ont détruit environ 250 cibles, des dizaines de quartiers généraux militaires du Hamas et plusieurs postes de lancement de roquettes.
du djihad islamique et du Hamas ont été détruits. Selon le porte-parole de Tsahal, nos forces aériennes ont bombardé à Gaza les entrepôts de l'UNRWA, l'ONG. Tsahal soupçonne que ces entrepôts servaient de cachette d'armes du Hamas, comme à chaque guerre. L'armée israélienne continue ses attaques dans la bande de Gaza sans cesse depuis cette nuit. Hier a été lancé pour la première fois le Iron Beam, la nouvelle arme israélienne de défense, capable de détruire des roquettes grâce à un laser super puissant. Outre sa prouesse technologique, chaque tir ne coûte que quelques milliers de shekels contre $50,000 pour chaque missile dôme de fer. Et puis au front nord, hier soir, le Hezbollah a tiré plusieurs obus de mortier sur la ville de Metula. Israël a riposté. L'autorité nationale d'urgence et Tsahal ont annoncé un plan d'urgence d'évacuation obligatoire pour 22 villages du nord qui vivent jusqu'à 2 km de la frontière, comme la ville de Metula ou le kibboutz Hanita ou Kfar Giladi. Les habitants du nord seront dirigés vers des hôtels du centre du pays. Dans les territoires de Judée-Samarie, les affrontements ont été sans relâche entre les soldats de Tsahal et les terroristes à Naplouse, à Hebron, à Bethléem, mais également à Jérusalem-Est. Plus de 40 personnes recherchées ont été arrêtées, dont une vingtaine de membres du Hamas. De nombreuses armes ont été confisquées. Depuis le début de la guerre, il y a eu 360 arrestations de terroristes dans les territoires. 210 d'entre eux font partie du Hamas. Et puis ce matin, il y a eu plusieurs alertes. Alerte à Modine, près de Jérusalem, au moment où le secrétaire d'État américain devait atterrir un petit peu avant son atterrissage. Donc ces roquettes visaient vraisemblablement l'aéroport Ben Gurion. Le secrétaire d'État américain Blinken a d'ailleurs atterri sans problème. Il rencontre actuellement le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ensemble du cabinet de guerre à l'ordre du jour de leur réunion, l'aide humanitaire, les otages israéliens, la situation dans le nord et le voyage prochain attendu du président Biden. Il y a eu également, il y a quelques minutes, des alertes encore dans le sud avec des lancements de roquettes sur la ville de Ashdod, mais sans faire de blessés ni de dégâts. Il y a eu également un lancement de roquettes sur la ville de Tel Aviv, mais sans alarme. Et concernant les otages, les familles de 200 personnes kidnappées ont été informées par les autorités israéliennes, mais la Croix-Rouge internationale n'est toujours pas intervenue, malgré les pressions de toutes parts. Merci beaucoup Emmanuel Ada pour ces précisions, notre envoyé spécial en Israël. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez l'émission de l'UEJF. Voilà pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ. RCJ Midi, édition spéciale.